et merci de rejoindre notre formation de ce jour. On va aborder le principe 18, CRD 22, rejeter le rejet. On vous rejette, rejetez le rejet. Nous ne nous laisserons jamais abattre par le rejet. Il ne fait que renforcer notre résolution. Nous revenons toujours à la charge plus fort et non pas affaibli. Pour connaître le succès, il n'y a aucun autre moyen. Earl G. Graves, fondateur et éditeur du magazine Black Entrepreneur ou Black Enterprise, entreprise noire sans doute. Si vous voulez connaître le succès, vous devrez apprendre à composer avec le rejet. Le rejet fait partie de la vie. Vous le subissez lorsque vous n'êtes pas choisi au sein de l'équipe, que vous n'obtenez pas le rôle dans la pièce, que vous êtes battu lors d'une élection, que vous n'êtes pas admis au collège ou à l'université de votre choix, que vous ne décrochez pas l'emploi ou la promotion que vous convoitiez, que vous n'obtenez pas le rendez-vous que vous avez sollicité, qu'une permission vous a été refusée ou lorsque vous êtes congédié. Vous êtes rejeté lorsque votre manuscrit n'est pas retenu par un éditeur, que votre proposition ne fait pas long feu, que votre nouveau produit est un échec, que votre collecte de fonds est infructueuse, que votre concept de design est reçu froidement, que votre demande d'admission est écartée ou que votre proposition de mariage est repoussée. Le rejet est un mythe. Pour surmonter le rejet, vous devez d'abord vous rendre compte que la notion même de rejet est un mythe. En réalité, il n'existe pas. Tout est dans la manière d'interpréter ce qui vous arrive. Réfléchissez-y un moment. Si vous demandez à Patricia de dîner avec vous et qu'elle refuse, vous n'aviez personne pour vous accompagner avant de le lui demander. Et vous êtes toujours seul après l'avoir fait. La situation ne s'est pas détériorée. Elle est la même. Elle empire seulement parce que vous ruminez l'incident et jetez de l'huile sur le feu en vous disant « Vous voyez, ma mère me l'avait bien dit. Personne ne m'aimera jamais. Je suis un moins que rien. » Si votre demande d'admission à l'université Harvard n'est pas retenue, vous n'étiez pas à Harvard avant de la faire et vous n'y êtes pas davantage après. Encore une fois, votre vie n'est pas devenue plus difficile. Elle est demeurée inchangée. Vous n'avez rien perdu en réalité. Et pensez-y un instant, vous avez vécu toute une existence sans avoir fréquenté Harvard. Alors la situation ne saurait vous prendre au dépourvu. La vérité, c'est que vous n'avez rien à perdre lorsque vous demandez, et puisqu'il y a souvent quelque chose à gagner en le faisant, de grâce, ne vous en privez pas. Certains diront oui, d'autres diront non, mais qu'importe, il y a quelqu'un qui n'attend que moi en ce moment. Dès que vous formulez une demande, dites-vous toujours que certains diront oui, d'autres diront non, mais qu'importe, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui vous espère, vous et vos idées. C'est la loi des grands nombres qui entre en jeu ici. Vous devez redemander jusqu'à ce que la réponse vous soit favorable. Il y a un oui qui vous attend quelque part, et comme mon partenaire Marc-Victor Hansen se plaît à le dire, ce que vous voulez, vous veut aussi. Vous devez rester dans le jeu assez longtemps pour donner au oui le temps de se manifester. 81 non, suivi de 9 oui consécutifs. Parce que mon séminaire Estime de soi et rendement maximum
avait transformé sa vie de fond en comble, une de mes étudiantes se porta volontaire pour téléphoner aux gens le soir afin de les convaincre d'assister à la présentation suivante qui devait avoir lieu à Saint-Louis. Elle s'engagea à communiquer avec au moins 3 personnes par jour pendant 1 mois. Plusieurs appels se transformaient en longues conversations où on lui posait alors une foule de questions. Elle effectua un total de 90 appels téléphoniques. Les 81 premiers furent infructueux. Les 9 dernières personnes contactées acceptèrent l'invitation. Mon étudiante avait obtenu un taux de réponse favorable de 10%. Ce qui est excellent dans le cadre d'entrevues téléphoniques, mais ces 9 inscriptions étaient le résultat des 9 derniers appels. Que serait-il arrivé si elle avait abandonné après 50 appels en disant « Cela n'en vaut pas la peine ». Personne ne souscrit, mais parce qu'elle avait le désir de partager avec d'autres l'expérience de transformation de vie dont elle avait bénéficié, elle persévéra malgré de nombreux rejets, sachant qu'il s'agissait d'une simple question de statistiques. Et son implication fut très importante. Grâce à elle, 9 personnes ont pu à leur tour transformer leur vie. Si vous vous donnez corps et âme à une cause, si vous apprenez de vos expériences et gardez le cap jusqu'au bout, tôt ou tard, vous obtiendrez le résultat désiré. N'abandonnez jamais vos rêves. La persévérance est ce qu'il y a de plus important. Si vous n'avez pas assez de désir et de foi en vous, même pour continuer d'essayer après qu'on vous ait dit de lâcher prise, vous n'y arriverez jamais. Tony Odell, auteur de Backroads, une sélection du Club des livres d'Oprah. Dites au suivant. Préparez-vous dès maintenant à vous heurter à de nombreux refus avant de vivre les jours filés d'or et de soie. Le secret est de ne pas abandonner. Lorsqu'on vous dit non, répliquez simplement à votre tour au suivant. Continuez. Lorsque le colonel Harlan Sanders partit de chez lui avec sa marmite à pression et sa recette spéciale pour frire le poulet à la mode sudiste sous le bras, il essuya d'abord 300 refus avant de trouver quelqu'un qui a cru en son rêve. Parce qu'il balaya 300 refus du revers de la main, il existe aujourd'hui 11 000 restaurants portant la bannière KFC dans 80 pays. Kentucky Fried Chicken, poulet frit à la manière du Kentucky. C'est ça KFC. Si on vous dit non, allez voir quelqu'un d'autre. Rappelez-vous qu'il y a plus de 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Quelqu'un, quelque part, vous accueillera favorablement. Ne vous enlisez pas dans la peur ou le ressentiment. Adressez-vous à quelqu'un d'autre. C'est une simple question de statistique. Quelqu'un vous attend qui vous dira oui. Bouillon de poulet pour l'âme. À l'automne 91, Marc Victor Hansen et moi avons mis en branle le processus de vente à un éditeur notre premier livre de la série Bouillon de poulet pour l'âme. Nous nous sommes envolés vers New York avec notre agent Jeff Herman, où nous avons rencontré tous les éditeurs importants qui avaient accepté de nous recevoir. Aucun d'entre eux n'était intéressé. On nous a dit, les recueils de petites histoires ne se vendent pas. Ces anecdotes n'ont pas du mordant. Ce titre ne fonctionnera jamais.
Peu après, 20 autres éditeurs qui avaient reçu le manuscrit par la poste l'ont rejeté. Après le 30e refus, notre agent nous a remis le livre en nous disant « Je suis désolé, je ne peux plus en faire la promotion. » Et qu'avons-nous fait alors? Nous avons dit au suivant. Nous savions maintenant que nous devions sortir des sentiers battus. Après s'être creusé les méninges pendant des semaines, nous avons eu une idée qui nous semblait prometteuse. Nous avons conçu un formulaire qui était une promesse d'achat du livre au moment de sa publication. Toute personne intéressée inscrivait son nom et son adresse ainsi que le nombre d'exemplaires qu'elle se proposait d'acheter. Au cours des mois suivants, nous avons demandé à tous ceux qui assistaient à nos présentations, à nos séminaires et à nos ateliers de remplir ce formulaire d'intention d'achat. Bientôt, nous avions en main 20 000 promesses d'achat de notre livre au moment de sa parution. Le printemps suivant, Marc et moi avons assisté au congrès de l'American Booksellers Association qui avait lieu à Anaheim, en Californie. Nous nous sommes promenés d'un kiosque à l'autre, parlant à tous les éditeurs qui acceptaient de prêter l'oreille, même armés des promesses d'achat que nous avions recueillies, démontrant qu'il existait un marché pour notre livre. On nous repoussait encore et encore. Mais à chaque refus, nous disions au suivant. À la fin d'une deuxième journée éreintante, nous avons remis une photocopie de nos 30 premières histoires à Peter Verso et Gary Seidler, co-président de Elf Communications, Inc., une maison d'édition qui en était à ses débuts et qui se spécialisait dans le domaine des dépendances et de leur traitement. Ils acceptaient de le lire. Au cours de la même semaine, Gary Seidler Jean-Louis. Au cours de la même semaine, Gary Seidler porta le manuscrit à la plage, le lut, fut conquis et décida de nous accorder une chance. Notre stratégie consistait à répéter inlassablement au suivant. Notre stratégie consistant à répéter inlassablement au suivant avait finalement valu la peine. Après 130 refus, ce premier livre se vendit à près de 8 millions d'exemplaires et il donna naissance à une série de 80 succès de librairie traduits en 39 langues. Et qu'arriva-t-il des formulaires de promesses d'achat? Lorsque notre premier bouillon de poulet fut enfin publié, nous avons agrafé une page publicitaire à chaque formulaire et expédié le tout à l'adresse y apparaissant. Presque tous ceux qui s'étaient engagés à acheter le livre ont respecté leurs promesses. En fait, un entrepreneur canadien acheta 1700 exemplaires qu'il distribua à ses clients. Ce manuscrit de votre part que vous recevez d'un autre éditeur est très précieux. Ne le considérez pas comme ayant été refusé. Imaginez simplement qu'il a été expédié à l'éditeur en mesure d'apprécier mon travail
et qu'il vous revient avec la mention « Il n'est pas à cette adresse ». Continuez à chercher la bonne adresse. Je veux bien vous relire ceci. C'est une citation de Barbara Kingsolver. Ce manuscrit de votre part que vous recevez d'un autre éditeur est très précieux. Ne le considérez pas comme ayant été refusé. Imaginez simplement qu'il a été expédié à l'éditeur en mesure d'apprécier mon travail et qu'il vous revient avec la mention « Il n'est pas à cette adresse ». Continuez à chercher la bonne adresse. Barbara Kingsolver, auteur du succès de librairie Les yeux dans les arbres. Les refus ne sont pas venus à bout de lui. Rick Little, alors âgé de 19 ans, décida de lancer un programme destiné aux étudiants des écoles secondaires. Son objectif était de leur montrer comment composer avec leurs émotions, gérer leurs conflits, clarifier leurs buts et leur inculquer des techniques de commercialisation qui les aideraient à mener une existence épanouie et valorisante. Il écrivit une proposition qu'il fit parvenir à 155 fondations. Il dormit sur le siège arrière de son automobile et se sustenta de tartines de beurre d'arachide la majeure partie de cette année-là. Malgré tous ses refus, il ne renonça pas à son rêve. Finalement, la fondation Kellogg accorda $130,000 à Rick pour lancer son programme. Cela représente environ $1,000 pour chaque échec qu'il a dû essuyer. Depuis ce temps, Rick et son équipe ont amassé plus de 100 millions pour implanter le programme. Le programme Quest. Depuis ce temps, Rick et son équipe ont amassé plus de 100 millions de dollars pour implanter le programme Quest dans plus de 30 000 écoles dans le monde. Chaque année, près de 3 millions de jeunes apprennent les compétences essentielles dans la vie parce qu'un garçon de 19 ans a rejeté le rejet et qu'il a persévéré jusqu'à ce qu'il obtienne la réponse qu'il voulait entendre. En 1989, Rick a reçu une subvention de 65 millions de dollars, le deuxième don en importance de toute l'histoire des États-Unis, pour créer la International Youth Foundation, Fondation internationale de la jeunesse. Que serait-il arrivé si Rick avait tout laissé tomber après le 100e rejet en se disant « Eh bien, j'imagine que cela ne devait pas se passer ainsi. » Quelle immense perte pour le monde et aussi pour Rick qui aurait manqué cette occasion de vivre à la hauteur de ses idéaux les plus nobles. Il a frappé à 12 500 portes. Le rejet pour moi, c'est comme un coup de clairon qui retentit dans mes oreilles pour m'éveiller de ma torpeur et me pousser à avancer et non à battre en retraite. Sylvester Stallone, acteur, auteur et directeur. Le docteur Ignatius Piazza, jeune chiropraticien, venant tout juste d'obtenir son diplôme, étant bien décidé à établir sa pratique dans la région de Monterey Bay, en Californie. Lorsqu'il entra en contact avec l'association locale de chiropraticiens pour obtenir de l'aide, on lui suggéra d'aller exercer sa profession ailleurs. On lui confirma qu'il ne réussirait pas à s'établir dans la région car trop de ses collègues l'avaient précédé. Sans se laisser abattre, il appliqua le principe du « au suivant »
pendant des mois, il frappa aux portes du matin au soir pour se présenter et aussi poser quelques questions. Où devrais-je installer ma clinique? Dans quels journaux faudra-t-il m'annoncer pour rejoindre les gens de ce quartier? Est-ce que je devrais ouvrir très tôt le matin ou être plutôt présent en soirée pour les gens qui travaillent de 9h à 17h? Comment devrais-je nommer ma clinique? Et finalement, il demanda, lorsque je ferai mon inauguration, aimeriez-vous recevoir une invitation? Si les gens répondaient par l'affirmative, il prenait note de leur nom et de leur adresse avant de poursuivre son chemin, jour après jour, mois après mois. Lorsqu'il eut terminé sa tournée, il avait frappé à 12 500 portes et s'était adressé à plus de 6 500 personnes. Il a reçu plusieurs refus. Il a frappé plusieurs portes sans obtenir de réponse. Il a même été pris au piège sous un porche, coincé par un bull terrier un après-midi entier. C'est un chien. Mais il avait aussi obtenu suffisamment d'appui pour ouvrir sa clinique et en moins de 3 mois, il avait déjà accueilli 233 nouveaux patients et gagné 72 000 $ en honoraires dans une région qui n'avait pas besoin d'un nouveau praticien. N'oubliez jamais que pour obtenir ce que vous voulez, il vous faudra demander et répéter au suivant, jusqu'à ce que vous ayez obtenu les oui que vous convoitez. L'acte de demander était et sera toujours assujetti à la loi des grands nombres. N'en faites donc pas une question personnelle, car il ne s'agit pas du tout de cela. Lorsque les conditions propices sont enfin réunies, un accord survient. Quelques fameux cas de rejet. Cette jeune fille, selon moi, ne semble pas posséder une perception des choses ni une sensibilité particulière capable d'élever ce livre au-delà du niveau d'une simple curiosité. Extrait d'une lettre de rejet du journal d'Anne Frank. Tous ceux qui ont atteint le sommet ont dû faire face au rejet à un moment ou à un autre. Vous devez simplement comprendre que ce n'est pas vous, comme personne, qui en faites l'objet. Considérez les exemples suivants. Quand Alexander Graham Bell a offert les droits du téléphone pour la somme de 100 000 $ à Carl Horton, président de l'entreprise Western Union, ce dernier aurait répondu: quel usage cette entreprise pourrait-elle faire d'un jouet électronique? Angie Everhart, qui a amorcé sa carrière de mannequin à l'âge de 16 ans, s'est fait dire en une occasion par la propriétaire de l'agence Eileen Ford qu'elle ne réussirait jamais dans cette profession. La raison, ce n'est pas vendeur d'être rousse. Angie Everhart fut le premier mannequin à la chevelure rousse à poser pour la page de couverture du magazine Glamour. Elle a connu une grande carrière dans cette profession avant de se distinguer dans 27 films et de nombreuses émissions télévisées. L'auteur Stephen King a bien failli faire une erreur de plusieurs millions de dollars en jetant son manuscrit Carrie aux ordures parce qu'il en avait assez des refus. Nous ne sommes pas intéressés à la science-fiction qui présente une utopie sinistre, lui avait-on dit. Il n'y a pas de public pour ça. Heureusement, sa femme l'a récupéré avant le passage des éboueurs. Finalement, un éditeur décida de publier le roman de Stephen King, dont 4 millions d'exemplaires ont été vendus avant d'être porté à l'écran et de connaître un méga succès. En 1998, les cofondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page,
ont proposé une fusion à Yahoo. Celle-ci aurait pu avaler cette petite entreprise pour une poignée d'actions, mais on a plutôt suggéré avec condescendance aux deux jeunes associés de peaufiner leur petit projet scolaire et de revenir les voir lorsqu'ils seraient arrivés à maturité. Moins de 5 ans plus tard, la valeur marchande de Google était estimée à 20 milliards de dollars. Au moment d'écrire cette ligne, Google était sur le point de lancer un appel public à l'épargne qui lui permettra d'encaisser 1,667 milliard. Il est impossible de vendre des histoires d'animaux aux États-Unis, extrait d'une lettre de refus du roman de George Orwell, La ferme des animaux. Le record pour le plus grand nombre de refus appartient sans doute à John Creasy, un populaire auteur britannique de romans à énigmes. Il a reçu 743 refus avant de vendre un premier livre. Indifférent au rejet, il a publié au cours d'une carrière s'échelonnant sur 40 ans 562 volumineux ouvrages sous 28 différents pseudonymes. Si John Creasy a pu surmonter 743 refus dans son périple vers le succès, vous pouvez sans doute survivre à quelques-uns, vous aussi. Merci. Je retiens simplement cette phrase. Celui qui me rejette me réveille. Excellente journée Le matin, elle peut à vous. demander, Madame Guinan peut demander aux directrices d'envoyer les gardiens avec les